What's up guys? On est au camp Minogami avec Biz. J'ai eu un super séjour. C'est un camp de vacances qui accueille des milliers de personnes. On est en ce moment en Mauricie et je vous dis, vous devez venir parce que c'est la place où aller pour prendre des vacances, avoir du bon temps et peut-être tomber sur mon boy Biz. Rêve de jeunesse, épisode 2, ça s'en vient. Biz, comment on va commencer? Comment on s'est connus? On va partir du début. Ouais. Ben, comment on s'est connus? Non, c'est à toi de me dire. Mais non, c'est toi qui le dis, là. En fait, on va le dire, mais moi et Biz, on s'est rencontrés dans la chute de Sparte. Tu m'as permis de faire l'audition pour avoir mon premier rôle sur un film, puis je suis très reconnaissant envers toi. Mais moi c'est moi qui avais écrit le scénario, ouais. Mais il y avait un réalisateur, une productrice, il y avait plein de monde qui t'ont choisi, là. C'est pas juste moi qui a dit « Hey, c'est lui! » mais sauf que quand t'es arrivé et t'as fait l'audition, moi, j'allais reconduire tous les jeunes qu'on recevait en audition. Il y avait un corridor, puis j'allais tous vous reconduire. Puis ça a-tu bien été? C'était le fun, merci, on va te rappeler, nanana. Puis quand je suis revenu, toi, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé le monde, personne ne parlait, j'ai dit « C'est ça, là, c'est lui, là. Je suis pas tout seul à penser qu'il est bon, là. » Puis c'était unanime. Puis le pire, à quel point tu étais bon, c'est que le rôle, à l'origine, en tout cas dans le livre, c'était l'ami du personnage principal. On cherchait un ami drôle, le fun, relax, avec une belle énergie. Puis t'as été tellement sa coche, c'était comme ce personnage-là. Moi, je me rappelle, t'es parti. En fait, t'es revenu parce que t'avais oublié tes clés. J'ai oublié mes clés. Puis on est en train de recevoir quelqu'un d'autre en audition. Il rentre, il dit « Excusez, j'ai oublié mes clés. » J'ai dérangé l'audition de... Complètement. Je me rappelle. Puis là, on a dit... Mais Virgile, il s'appelle... C'est exactement ça. Le gars est un peu distrait, t'es en l'air super sympathique. Puis là, quand t'es parti, j'ai dit hey, « Attends, avez-vous son numéro? Je veux prendre une bière maintenant avec ce gars-là. » Moi, je voulais devenir ton ami, en fait, tellement t'avais été tripant en audition. Et nous voici maintenant. On est là. Mais je suis vraiment content pour vrai. Comme... Je le dis souvent aux gens, mais des fois, d'avoir quelqu'un qui te fait confiance puis qui te dit écoute, t'es à la bonne place, ça amène ailleurs. Fait que merci pour ça. Oui, ça me fait plaisir. Puis il n'y a pas de charité là-dedans parce que nous, on ne t'a pas choisi pour te faire plaisir ou pour lancer ta carrière. On t'a choisi parce qu'on avait besoin de toi dans notre film. Puis que t'allais rendre notre film meilleur. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que, Biz, si on y va avec toi, de un, je t'appelle Biz, mais pour ceux qui ne savent pas, mettons, d'où vient Biz, d'où vient tout ça? C'est quoi la genèse? Écoute, ça vient... Moi, je viens de Québec. J'étais un gars de Québec. Puis j'étais au Cégep Garneau, le Coloca. C'était une émission de radio, en fait. Avec moi, il y avait moi, puis d'autres gens, puis Batlam qui rôdait autour de ça. Puis mon personnage d'animateur de radio s'appelait Biz. Okay. Et puis c'est un surnom que j'avais de Québec. Tout le monde m'appelait Biz de Québec. Ça a commencé à la radio? Oui, okay. Radio étudiante au Cégep. Okay. Quand j'ai fait du rap, ben moi, j'allais pas m'appeler Jean Bissonnette. Mais c'est même pas toi qui as choisi ce nom-là, dans le fond, ça a été juste... Non, ben c'est moi qui ai choisi le nom du personnage d'animateur, mais après... c'est resté? Ouais, c'est resté. C'est resté pour le rap, c'est resté pour les livres après, c'est resté pour les scénarios. Toute la production publique, c'est comme Madonna ou Garou ou Sting. C'est un nom d'artiste public. Si on parle de ta genèse et tout, d'où tu viens, d'où c'est parti, pour ceux qui ne te connaissent pas? 1972 à Québec. Mes deux parents viennent de la Côte-Nord, donc j'allais souvent sur la Côte-Nord, Sept-Îles, Bécomo. C'est un territoire que je connais bien et que j'aime bien, qui est le terrain de jeu d'un de mes romans qui s'appelle Les Abysses, qui est sur les lieux même du chalet d'enfance où j'allais chez mon grand-père. Donc, les lieux de notre enfance, les souvenirs de notre enfance forment des matériaux de création aussi, là. Okay. Et dans ce cas-là, moi, c'était la Côte-Nord qui m'avait inspiré. Puis sinon, primaire à l'école Anne Hébert à Québec, secondaire à l'école publique Joseph-François Perrault, Cégep Garneau, où mon père enseignait d'ailleurs le français. Puis après ça, j'ai déménagé à Trois-Rivières pour étudier en loisirs, en récréologie, parce que, justement, j'avais fait 4 ans de camp de vacances. Je voulais devenir directeur de camp de vacances. Quand tu parles de camp de vacances, tu parles de où est-ce qu'on est en ce moment? Exactement. En ce moment, on est au camp de vacances Minogami, qui est un des plus vieux camps au Québec, où j'ai travaillé.
très beau. C'est très beau. C'est un lac qui est adossé au parc de la Mauricie. On a fait du canot tout à l'heure et tout. C'est un lieu magnifique où, moi, comme jeune, je me suis découvert, formé. Tu étais moniteur là-bas. À Minogami, j'étais responsable de la cafétéria, mais j'ai été moniteur aussi, mais au camp Trois-Saumons, qui est un camp frère, en fait, qui est dans le bas du fleuve. Là, j'ai commencé à être moniteur en 91. Puis là, j'étais au cégep, première année de cégep, un peu paumé. Je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas de job. Je voulais pas aller au chalet avec mes parents pour l'été. J'étais allé un peu par hasard, dire « Oh, j'ai déjà fait du canot, ça me tente de m'occuper des enfants. J'aurais le goût d'être moniteur de camp de vacances. » Mais je savais pas c'était quoi. J'étais jamais allé comme campeur. Ils m'ont pris un peu par dépit parce qu'ils m'ont-ils dit par la suite, il manquait de gars comme moniteur à Trois-Saumons. Puis au début, j'étais pas très bon comme moniteur. J'avais pas trouvé le moniteur en moi. Je t'imagine, moniteur. Ah, mais tu sais, on rit, mais mes moniteurs, là, il faut que tu écrives à peu près 2-3 chansons par semaine. Là. Fait que moi, là, le gars de colocasse, oui, écrire des chansons, composer des chansons, me dégêner. Moi, je parlais pas aux gens, je me regardais les bottines, j'étais gêné? Ah, complètement. Moi, là, puis ça se voit sur mes photos de carte d'autobus de la Ville de Québec. Là. Secondaire 4-5, j'ai la baboune, les cheveux d'en face, le chandail de Metallica. Des fucking longs cheveux, plutôt? Ouais, des cheveux jusque-là, là. Dérangez-moi pas. Puis fuck you tout le monde. Moi, non, pas vrai. Moi, t'étais cave jusqu'à preuve du contraire. Puis si je voyais une vieille madame qui tombait dans la rue, elle est tombée. Puis tu sais, j'étais... Ouais, j'étais misanthrope, qu'on appelle. J'aimais pas les gens. T'étais cave jusqu'à preuve du contraire. Puis quand j'ai fait un été au camp, j'ai été métamorphosé. D'ailleurs, tu le vois, ma photo de carte d'autobus, bronzé, les cheveux dégagés, le grand sourire, chandail de Bob Marley. J'ai une métamorphose physique après le camp. Puis surtout... spirituel même, je dirais, parce que j'étais nihiliste puis je suis devenu humaniste. J'étais PC, je suis devenu Mac. Je me suis reformaté en un été. C'est très rare que ça arrive dans une vie, ça. C'est ma première blonde, je l'ai eue au camp. Première fois que je me suis dégêné, ouvert, être généreux avec des enfants. Tu sais, quand t'as des maternelles qui se lèvent le matin, là, il faut qu'ils attachent leurs souliers, leur VIP, il est pas capable, j'ai fait pipi dans mon sac de couchage. T'es là pour eux autres, là, tout le temps. T'as pas le choix d'être là. Donc, tu sors de ton nombril. À l'adolescence, t'es très dans ton ego, là. Puis là, je sortais vers les autres. Je fais des amis, mes 2 meilleurs amis datent de 1991. Je les ai encore, c'est des amis du camp. Ça a changé ma vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que ta connexion avec l'art a commencé? Ben, l'art, ça s'est fait plutôt que ça parce que mes 2 parents étaient profs. Mon père, prof de français, ma mère était éducatrice en garderie. Et très tôt, il y avait des livres. Mon père était prof de poésie. Il y avait des livres chez moi, plein de livres. La lecture était valorisée. Puis ma mère, pour moi et mon frère, elle était la ministre de la Culture. Elle payait tous les spectacles qu'on voulait aller voir. Ça tout. Théâtre, marionnette. À un moment donné, c'était... Elle vous amenait? Non, elle nous envoyait. Puis à un moment donné... Mais vous découvrir vous-même. À un moment donné, c'était Metallica. Évidemment, Metallica, mais Iron Maiden, parfait. Ma mère payait. Que la ministre, elle avait un budget là, discrétionnaire, mais elle avait aussi des prescriptions ministérielles. Là, vous allez voir une pièce de Robert Lepage au Périscope. Ça s'appelle La Trilogie des Dragons. Ça dure 6 heures. Périscope de Québec. Là. Ouais. Là, j'avais 16 ans, les cheveux d'en face, Metallica. J'étais là, moi, je vais pas aller, je vais pas aller voir des 6 heures de théâtre, le monde qui parle dans le vide. Puis là, on est allé là, puis il y avait 2 entractes. Puis quand il y avait c'était tellement bon, là, quand il y avait les entractes, on allait s'acheter des chips, on venait en courant, vite, tu commençais. J'ai trippé ma vie. La Trilogie des Dragons, c'est la plus grande pièce de théâtre que j'ai jamais vue. 6 heures de place. Je pensais pas aimer le théâtre, mais ta mère t'a juste envoyé. Ouais. Elle t'a envoyé dans l'art. Ouais. Puis des fois, on allait au musée. Il y avait des affaires que j'aimais pas, mais c'est ça, l'art aussi. Tu sais, tu peux pas dire, moi, j'aime pas le théâtre parce que j'ai vu une pièce que j'aimais pas. C'est comme dire, j'aime pas manger parce que j'ai mangé du poisson et j'aimais pas ça. Il y a quelque chose qui est bon pour toi dans l'art, il faut juste que tu le découvres. L'art en général, mon père était un performeur aussi, donc c'est quelque chose qui a toujours été valorisé. Ah oui, mon père faisait de la performance. Mon père, là, en 1982, au chalet derrière chez nous, il a fait labourer des lettres dans un champ par des agriculteurs. Il a pris 15 agriculteurs avec leurs tracteurs et leurs charrues, puis ont fait labourer chacun une lettre. Texte, terre, tis. Donc, sur le champ vert, quand tu laboures, ça retourne à terre, ça devient brun. Donc, du haut du désert, tu vois, chaque lettre avait 250 pieds par 300 pieds. Et à ce jour, texte terre tis, un texte sur la terre, ce tis, c'est le plus long texte au monde homologué par le record Guinness. Mon père faisait ça. Fait que moi, quand il faisait ça, il fallait mettre des piquets pour labourer, arpenter, puis tout ça. Je marchais dans le champ, puis j'aidais mon père, je plantais les piquets. Donc, j'avais les 2 pieds dans le langage. En 82, j'avais 10 ans.
Donc, j'étais déjà les deux pieds dans le texte. Je me demandais, je suis comme un gars comme toi qui est tout le temps dans les mots, dans la poésie. Ouais. Ça part de... Ben, c'est exactement. J'étais déjà dans le champ. Puis en train de marcher dans les mots, littéralement. Puis la musique, c'est venu après combien de temps? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'était dans les mêmes... Ben, au chalet, justement, il y avait... C'était à Saint-Hubert, dans un petit village, puis il y avait un orchestre de musique traditionnelle. Puis à chaque été, il y avait un spectacle puis de musique traditionnelle. Donc, des accordéons, des violons, tout ça. Puis moi, je jouais des cuillères. Puis à un moment donné, j'ai fait une audition, puis je chantais une petite chanson. J'avais 6 ans. C'est la première fois que je suis monté sur scène. J'étais payé. C'était pas du rap, là? Non, mais c'était pas du rap. La musique folklorique, c'est très... le beat, c'est très rythmé, là. Fait que, puis c'est de la prosodie, la musique est assez répétitive. Ça peut ressembler à du rap, tu sais. Puis la turlute de la bolduc, c'est un peu comme du beatbox. Tu sais, moi, je vois des parallèles entre la musique folklorique québécoise. Le rap, j'en écoutais. J'écoutais rien que ça dans les années 80. C'était quoi, dans le temps? Ben, des années 80, c'était tout le rap américain. C'était NWA, c'était Beastie Boys, Run DMC, Eazy-E. Tout le vieux rap, le rap pionnier américain, surtout Public Enemy. Moi, ça m'avait beaucoup marqué, Public Enemy. Mais toi, c'était rap américain, pas trop français? Non, dans les années 80, il n'y en avait pas de rap français. I Am un petit peu vers les années 80, mais c'est tout. Uniquement, et on pensait que c'était impossible d'en faire en français. On n'avait jamais entendu. Fait que moi, c'était Public Enemy ça m'intéressait beaucoup. Ben, je me disais, les gars, ils ont du beat, leurs tunes sont bonnes, puis ils parlent des problèmes sociopolitiques des Noirs américains. C'est génial de baser la musique sur la parole. Moi, je chantais pas bien, mais j'avais du beat, puis j'avais plein de choses à dire sur le Québec. Fait que je te dirais que ma grande inspiration pour le rap, c'est Chuck D de Public Enemy. Wow. Fait que tu les voyais parler pour défendre certaines affaires pour la culture noire. Ouais. Toi, ça t'inspirait? Ah, complètement. Pour rapper. Moi, je me disais, le Québec est un ghetto dans l'Amérique, un ghetto linguistique. Absolument. Je me suis inspiré de ça. Et puis, à un moment donné, mais pas pour en faire, parce que j'étais là, ça me faisait triper, ça m'intéressait, mais moi, jamais je me voyais en faire. Jusqu'à temps qu'on entende MC Solar, qui est un rappeur français de Paris, en 93, avec l'album Prose Combat. Et là, je me rappelle, on était chez nous dans un party. Puis il y avait plein d'amis dans le party, on écoutait plein de rap. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis MC Solar, puis c'était du rap en français. Tout le monde, on s'est approché du radio, là, comme il y a là. Puis on était comme des primitifs devant une statue, là, une divinité. Puis c'était comme, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a du groove, c'est bon, la musique, c'est du acid jazz, c'est un lettré. Puis il fait en français, puis c'est pas Quétaine, puis c'est pas Lucien Francoeur, Pierre Béaud qui essayent de faire du rap. C'est du vrai rap. C'est du lourd. Là, j'étais là, mais attends un peu, il faut faire ça au Québec avec l'accent du Québec, puis nos sacs, puis notre joual. Puis là, à partir de là, on s'est mis au travail. 95, le premier texte de Loco Locas. Très mauvais, impubliable. Mais on a commencé, puis après ça, on a continué. Fait que 95, c'est là que Loco Locas a pris... Ben, c'est là que j'ai rencontré Baslam, puis qu'on a fait notre premier texte ensemble. Puis au début, on n'avait pas Shafik, donc on n'avait pas de musique. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, fait qu'on n'avait pas de beat. Donc on rappait sur du Cypress Hill. Fait que non, ma prosodie sur Manifestif est presque comme celle de Be Real parce qu'on n'avait pas enlevé la voix de Cypress Hill. Tu rappais par-dessus? Par-dessus. Parce que il n'y avait pas d'autre option pour nous autres à Québec dans ce temps-là. Puis on rappait aussi a cappella dans des soirées de la poésie. Donc là, on arrivait après des poètes, des vieux monsieur qui lisaient leurs feuilles avec trop de whisky. Puis nous autres, on n'avait pas de feuilles. On regardait le monde direct dans les yeux. Non, mais c'est vrai, des poètes qui lisent leurs textes, des fois, c'est pas bon, là. Puis vous arriviez après, vous brisez mais tout. On n'avait pas de feuilles, on connaissait nos textes, on rappait d'en face du monde. T'avais quel âge quand t'as commencé? Ben, 95, moi, si tu fais le calcul, j'ai 23 ans. T'as commencé Loco Locas à 23 ans? Très tard. L'âge auquel Lil Pump a pris sa retraite, là. T'sais, fait que c'est tard. 2 générations. Ouais. OK. Ça, c'est les débuts. On n'avait même pas de musique, là. On avait juste quelques textes. Puis en 98, on a déménagé à Montréal. On a rencontré Shafik par l'entremise d'un ami commun. Lui faisait de la musique rock. Il voulait faire du rap. Il avait besoin de 2 MC. Nous, on avait besoin d'un gars qui fait de la musique. On a fait des textes. Shafik a fait des beats. Parfait, on fait un album. 1 an et demi, ça a pris pour faire Manifestif, qui est sorti à l'an 2000. Premier album de Loco Locas, Manifestif, ça a tout pété, c'est ça? Ben, ça n'a pas tout pété. On a eu une bonne résonance. T'es humble, mais... Non, mais pas... C'était quand même les débuts de... Oui, mais on a vendu 25 000 disques. À l'époque, c'est bien. C'est beaucoup, à l'époque. On avait beaucoup de couverture médiatique parce qu'on faisait partie d'un renouveau de la musique engagée au Québec. Manifestif, là, début 2000, on a fait un vidéoclip de notre chanson « Sheila, Sheila », qui était une lettre ouverte au ministère à la ministre du Patrimoine canadien.
On a fait un bon vidéoclip avec des bicyclettes, les fleurs de lys et tout. Dans le temps, à Musique Plus, c'était la chaîne où il passait des vidéoclips. Musique Plus, c'était le... Mais c'est ça. Puis le vidéo, il tournait H24. Là. Donc ça, ouais. Okay. Moi, j'ai pris le métro à Montréal à un moment donné. Là, c'est là que j'ai compris que peut-être je pouvais faire quelque chose dans la musique. Je prends le métro, je m'assois. 2 filles. Ils parlent de mon clip. T'as-tu vu un nouveau clip? Les gars des fleurs de lys sont en bicycle, c'est malade la toune. Moi, j'étais à l'arrière, je suis là. That's your shit! Ouais. Fait que c'est là que t'as commencé à voir que... Ben, okay. Là, je me suis dit, OK, c'est plus que ma mère, puis ma tante, puis mes amis qui aiment ce qu'on fait. Là. Ça va plus loin. Là. Okay. Quand on a fait l'album Amour oral, là, ça a été une coche de plus. Parce que en 2004, c'était la première année de Tout le monde en parle. Tout le monde en parle à cette époque-là. Tout le monde en parle a commencé en 2004. Oh. C'est là que tu as passé dedans? Ouais. Dès le début? Oui. Puis à cette époque-là, le code d'écoute, c'était 1900, c'est presque 2 millions de personnes. 1 900 000. C'était énorme. Énorme. 1 900 000 au Québec, là, t'enlèves ceux qui parlent pas français, t'enlèves les bébés, puis les vieux monsieur dans le coma, là, c'est pas mal tout le Québec qui est branché là-dessus. Là. Fait que nous autres, on arrive là à l'automne 2004. On a un extrait Libérez-nous des libéraux qui tourne depuis le printemps 2004, en boucle, dans toutes les radios commerciales. On est devenu radio commerciale. Parce qu'avec Manifestif, aucune de nos chansons jouait à la radio commerciale. Là, vu que les gens étaient en crise contre le gouvernement Charest, tout le monde voulait entendre. Cette année-là, c'était Hawaïenne puis Libérez-nous des libéraux. Hawaïenne des 3 accords puis Libérez-nous des libéraux de Locolacasse qui jouaient au 6 à 6, ça c'est quoi, tout le temps. Fait que là, ça tourne tout l'été. Nous autres, on finit notre disque. On arrive à Tout le monde en parle, on a un extrait, on a notre disque. Et là, ce qui est arrivé, c'est incroyable, que personne ne pouvait prévoir. Sur le plateau Tout le monde en parle, il y avait une actrice qui était venue parler d'un film sur la Nouvelle-France. Puis là, comme thématique, il avait décidé de faire un quiz sur la Nouvelle-France. Donc, 2 équipes avec tous les invités. L'autre bord, il y avait Michel Rivard. Moi, ça donne que la Nouvelle-France, j'aime ça, puis je connais ça. Je connais toutes les hosties de réponses. C'est toutes des réponses de mon cours de secondaire 4. Pierre Lemoine d'Iberville, Champlain, bzzz, Montcalm, bzzz, 1608, bzzz, bzzz. J'étais tout le temps en train de buzzer. Tout le monde criait « Buzz, buzz, buzz ». Puis là, moi, je donnais... le show. Puis moi, on était jeunes à l'époque. On clenchait Michel Rivard, on clenchait tous les vieux sur l'histoire du Québec. On avait des tucs, des fat pens jusqu'aux genoux. Puis on avait un album à vendre. Hey, les gars, ils connaissent leur histoire. Puis ils ont cultivé, ils font du rap. Puis ont des choses à dire. Je savais que le tournage avait bien été parce qu'on s'était dit, le plan de match pour les 3, on s'était dit, il faut être vrai, il faut avoir du plaisir, il faut faire du rap. C'est exactement ce qu'on a fait. Le tournage avait lieu le jeudi. Le dimanche soir, on regarde l'émission avec quelques amis. Ouais, ça sort bien, c'est cool. Le lundi matin, il fallait que j'aille au centre-ville. Je me cherchais un fil pour mon truc de vidéo, je sais pas quoi. Puis là, je prends le métro, comme depuis toujours. Et là, je pouvais pas faire un coin de rue. « Hey, j'étais malade hier, j'ai écouté tout le monde en parle, t'étais malade, j'ai tout clenché. » Et là, je te dis, là, un coin de rue, là, ma face était devenue un placard publicitaire. Puis tout le monde était après... Oui, tout le monde au Québec avait vu cette entrevue-là. Le lundi après-midi, il ne restait plus un seul disque de Locolacasse de disponible. Vous avez tout vendu? Oui. Et là, on a décollé là, comme dans un film là, scénarisé. Là. Et puis là, les tournées, c'était sans arrêt. Là. On a tourné pendant 2 ans et demi, sans fin. On a lancé Bon Zion, un clip plan séquence avec Tristan Dubois, le réalisateur. Puis là, on a rajeuni le public. Avec Bon Zion, on avait cherché des gens du secondaire. Puis là, c'était... La légende, Locolacasse, ça a commencé. Ouais, là, on jouait sur les radios commerciales, on remplissait des salles. Puis c'était pas seulement les gens qui aimaient le rap. Là. Même en général, c'était des gens qui aimaient pas le rap. Pour toi, ça a été quoi le plus grand exploit de Locolacasse? C'est quoi la plus grosse musique? La plus qui grosse représente le plus pour toi, selon toi? Mais tu sais, ces deux-là, c'est des tunes qui nous ont beaucoup portés et qui sont, pour moi, très importantes. Libérez-nous des libéraux, c'est la chanson engagée par excellence. Puis c'est une chanson, il ne faut pas l'oublier. Dans beaucoup de pays, on n'aurait pas pu jouer cette chanson-là sur les ondes de la radio commerciale. Dans plusieurs pays, on se serait fait guillotiner carrément parce qu'on attaque le pouvoir politique en place. On a fait un bout de chemin avec ça. Puis le but, bien évidemment, ça a embarqué toutes les plus jeunes. C'est la chanson des plus jeunes, les enfants de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Les Canadiens de Montréal. Les Canadiens, tant que les Canadiens... Nature, dès que les Canadiens font les séries, la chanson elle repart dans les radios. Puis moi, je la vois sur mes redevances 4 mois plus tard. Ah, les Canadiens ont fait les séries, bang, le but m'a fait plein de cash. Mais sinon, je te dirais une chanson dont je suis très, très fier, c'est la chanson qu'on a faite avec Samian, qui est La paix des braves, qui est une chanson dont le refrain est en Anishinaabe et en français, et qui appelle à la réconciliation des Premières Nations puis des Québécois. Et c'est une chanson qui m'a amené
plein de portes ouvertes dans plein de communautés autochtones au Québec. Puis moi, on me reconnaît maintenant, puis les gars de locaux comme des coureurs de bois, des alliés des Premières Nations, on est bienvenus dans plusieurs communautés autochtones. C'est une chanson qui est très, très, très importante. Elle est étudiée à l'école, dans plein d'écoles francophones à travers tout le Canada. C'est une chanson, un texte, la seule collaboration qu'on n'a jamais faite avec un rappeur. Et Dieu sait qu'on nous en a demandé. Là. Parlant de ça, il faut qu'on parle de ça. Tu as parlé avec Roi Enoch. Oui. Au téléphone. Oui, le roi lui-même. On m'a mis en communication avec le roi. À ce jour, je ne sais toujours pas de quoi on a parlé, mais on a parlé. J'ai senti qu'il y avait du respect de sa part, mais j'ai pas compris le but de l'appel. Puis ça s'est arrêté là. Mais Roi Enoch en personne. En personne. Mais t'as rien compris. On m'avait donné un numéro, j'appelle, et on me dit, un instant, le roi est en studio. Une fille qui me dit ça. Là, le roi est en studio. Et là, j'attends et on me dit, je vous mets en communication avec le roi. Et là, je parle au roi, ou plutôt, le roi me parle pendant 15 minutes. God. Mais ça fait longtemps, là. Je me rappelle plus très bien de la teneur de l'appel. Mais ça devait pas être clair. C'était pas clair, mais c'était respectueux. C'est ce que j'ai retenu de cet appel légendaire. Tu as quand même fait beaucoup de livres. Je dois même nommer les livres. On a Dérive, premier livre. La chute de Sparte, que j'ai joué dedans. Mort-terrain, Naufrage, La chaleur des mammifères, Cadillac, Les abysses, L'horizon. Puis là, tu en as un nouveau qui s'appelle... Feu l'amour. Feu l'amour. Quand tu dis feu, ça veut dire qu'une personne est décédée. Si je dis feu Jonathan, ça veut dire que Jonathan est mort. Donc, feu l'amour, ça veut dire l'amour est mort. En fait. Ça, c'est lui qui te va sortir en ce moment. En octobre prochain. Comment tu fais pour faire des livres? Comment tu fais pour faire des romans? Ça part de quoi, cette flamme-là? Ça dépend toujours de l'histoire. C'est une histoire qui... C'est comme une tumeur dans ma tête. Ça grossit. Puis à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut l'extraire, sinon elle explose. Alors, il faut la sortir de ma tête puis il faut la mettre dans un livre. Comment tu as su que tu étais capable d'écrire des romans? C'est quand même quelque chose de... J'ai commencé avec Dérive. Dérive, c'est un petit récit. Là. C'est 90 pages. Okay. Puis c'est un récit que j'ai écrit quand j'étais en dépression après la naissance de mon fils. Je faisais rien de mes journées. Je dormais 16 heures par jour. Puis à un moment donné, j'ai pris l'ordi puis j'ai écrit sur le fait que je faisais rien de mes journées. Parce que normalement, avant ça c'était en 2010, avant ça, tout ce que j'écrivais, ça sortait en rap. Là, j'avais le goût d'écrire, d'agrandir le terrain de jeu, d'agrandir la feuille. Pas seulement 2 minutes, mais plus de place pour raconter l'histoire. Puis ça a été bien reçu. Personne n'attendait un livre du gars de Locolocasse. Puis là, j'ai dit, OK, je peux faire ça, puis je suis bon là-dedans. Je continue. Depuis 2010, j'ai jamais arrêté. De qu'est-ce que tu es le plus fier à travers tes livres? Tout ça, est-ce que tu... Moi, c'est pas nécessairement l'histoire, c'est la façon dont on raconte l'histoire. C'est ce qu'on appelle le style. Moi, je travaille beaucoup le style. Je travaille énormément la façon de raconter l'histoire. De plus en plus, j'essaie des nouvelles choses. Comme quand on écrivait des chansons, on essayait toujours d'essayer quelque chose de nouveau à chaque chanson. Ouais. Enfin, on a fait une chanson, mettons, pas de refrain. Une chanson qui commence par le refrain. Quand tu es rendu à ta 20e, ta 25e chanson... Tu veux te renouveler. Renouveler dans la forme, ça, c'est... Puis dans le propos aussi, ça, c'est difficile. Roman policier, je l'avais jamais fait. Les abysses, je l'ai fait. Autofiction, Dérive, je l'ai fait. Donc, à chaque fois, j'essayais d'avoir quelque chose de nouveau. Tu as tellement de trucs à dire puis qui sont tellement intéressants. En tout cas, moi, je dis souvent aux gens, tu es la personne la plus cultivée, une des personnes les plus cultivées que je connais. Tu m'as appris tellement d'affaires. Puis... t'es gentil de dire ça. Moi, c'est qui la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée? C'est Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec. J'ai eu la chance de pouvoir dire que c'était un ami. À la fin de sa vie, là, on se côtoyait. Puis il nous recevait chez lui, puis on parlait. T'imagines, t'es seul à seul avec un ancien premier ministre sur le bord du fleuve, puis il te raconte comment il a signé la paix des braves avec les cris. Il raconte tout, là, comment ça s'est passé. Là. C'est incroyable. En ce moment, tu as fait un documentaire. Les gens ne le savent pas, ça va sortir bientôt sur Télé-Québec. Je vais te laisser parler du documentaire, on appelle ça... Notre rêve américain. Notre rêve américain. Et c'est la partie francophone du rêve américain. Parce qu'on ne le sait pas, on l'oublie. Il y a beaucoup de Canadiens français à l'origine des États-Unis, avant même que les États-Unis s'appellent États-Unis. Et tous ces explorateurs-là ont fondé des villes. Le premier maire de Vancouver, c'est Prudent Baudry, c'est un gars du Québec. Le premier maire de Los Angeles. Il y en a plein partout comme ça. Il y a plein de noms aux États-Unis. J'ai fait un livre à partir de ça, justement, parce que ça m'intéresse beaucoup, la présence francophone aux États-Unis. Et là, avec Jean-Michel Dufault, j'ai co-animé un documentaire de 50 minutes à Télé-Québec, plus 4 balados audio qui vont être sur le site de Télé-Québec à partir du 25 septembre. Bill, j'ai envie de te demander, on est là-dedans, c'était quoi ton rêve de jeunesse? Quand j'étais petit, mettons, c'était paléontologue.
les dinosaures, ça me faisait triper au bout. Après ça, policier, pompier, cowboy. Mais très jeune, à partir de secondaire même, écrivain, journaliste. C'était ton rêve? Bien, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient de faire dans la vie. Fait que déjà, parce que j'étais entouré par les mots, dans une famille qui était artistique, créative, qui valorisait l'art, la littérature en général, je pense que ça m'a inspiré puis ça m'a donné le goût d'écrire. Qu'est-ce que tu aurais dit aux jeunes Biz de 12 ans? Ça aurait été quoi les conseils pour ton rêve de jeunesse? J'ai une enfance extraordinaire. J'ai des parents, une famille extraordinaire qui me laissaient aussi prendre des risques puis me casser la gueule quand c'était le temps. Mais il y a un truc, j'étais maladivement timide avec les filles. Puis j'ai rien foutu de mon secondaire avec les filles. Moi aussi, pas. Puis on se comprend, Ouais. mais on se rattrape par la suite, on s'entend? Voilà. Oui, Alors, avec la confiance. Voilà, la confiance. Wow. Et cette confiance-là, elle est venue quand? Au camp de vacances. Premier été, camp de vacances, je me suis ouvert, je chantais des chansons, j'étais drôle, j'avais de la repartie, j'étais bien, j'étais dégagé. Puis j'ai la plus belle fille du camp cet été-là, elle s'est ramassée avec moi, j'écrivais des poèmes. C'est quoi ton rêve de vieillesse? Ça, c'est... Got you. Ouais. Ça, C'est le rêve de jeunesse? Ben, c'est parce que si tu me dis ça, ça sous-entend que tu me dis que je suis vieux. Non. Ce qui n'est pas faux. C'est quoi ton rêve en vieillissant? Ouais, en vieillissant. Ouais, en vieillissant. C'est quoi ton rêve là? Quand tu es vieux, tu arrives à l'essentiel rapidement. Tu sais, la santé, puis après ça, l'amour. L'amour, toutes sortes d'amour. De mes enfants, de ma famille, de ma blonde, de mon pays, du Québec, des gens qui m'entourent. Peu importe la religion des gens, là, aimez-vous les uns les autres. Je trouve que c'est le plus grand slogan philosophique, la plus grande synthèse de ce que devrait être une aventure humaine. Là. Pour moi, c'est ça. Wow. Une chose que tu m'as appris, c'est envoie dans l'univers qu'est-ce qui va te revenir. Ah oui. Je pense que c'est ça qui arrive avec toi. Tu as envoyé beaucoup de bonnes choses, tu as fait beaucoup de bonnes choses, tu as aidé beaucoup de gens à travers tes livres, à travers tes romans, à travers ta musique. Puis écoute, merci, puis bravo. Mais merci. Ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ben, c'était Rêve de jeunesse, l'épisode 2 avec le grand chef Biz, la légende. Et abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit pour un prochain épisode. Et c'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais. C'est de même parce que c'est de même, puis c'est bien correct. On a de la place en masse, puis nos face-à-face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos patins puis nos casses, c'est comme Maurice, on glisse dans l'arène avec la reine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner. Quand on veut, on peut gagner. C'est ça la synthèse de la chanson.